du mois de janvier. Comment ça marche ? On va en parler avec nos différents invités. Je veux juste vous rappeler un rendez-vous important qui aura lieu cet après-midi, ici même, juste à côté, là où vous voyez les rideaux verts, l'espace VIP qui va être transformé cet après-midi en nouveau lieu d'échange. Cet après-midi, 43 auteurs, réalisateurs de films, podcasteurs, experts qui seront réunis dans cet espace pour échanger avec vous, avec les exposants, avec vous qui êtes visiteurs, sur leur thème de prédilection, à savoir les aidants familiaux, le bien vieillir et également le handicap. Nous aurons plusieurs médecins qui seront présents cet après-midi, le docteur Sarkozy, frère d'eux, bon, voilà. Hélène Rossino, médecin aux 20 000 followers sur TikTok, quand même, oui. Ou le docteur Valinduc, médecin qui intervient dans les émissions de France 2. Nous aurons aussi cet après-midi Antoine Aoun, aventurier paraplégique, qui a effectué Pékin-Caen en vélo à bras. Il va escalader en décembre le Kilimandjaro, donc vous pourrez en discuter avec lui. Le rendez-vous, c'est cet après-midi entre 15h et 17h, ici même, donc là où vous voyez les rideaux verts sur l'espace VIP qui va être transformé. Voilà, donc merci d'être nombreux à venir rencontrer nos 43 auteurs, réalisateurs, podcasteurs, etc. cet après-midi, ici même sur cet espace. Donc comme promis, on va s'intéresser à MaPrimeAdapt tout de suite. Comment ça marche ? Selon une enquête réalisée par l'IFOP en 2019, 85% des Français aspirent à vivre chez eux le plus longtemps possible. C'était le thème de la table ronde précédente. Alors pour répondre à cette demande, MaPrimeAdapt est destinée à aider les seniors à mieux vivre à domicile en contribuant financièrement à équiper ou améliorer l'ergonomie de leur logement. Introduite dans le projet de loi finances 2023, la mesure MaPrimeAdapt entre en vigueur au 1er janvier 2024, donc c'est-à-dire demain. Et le dispositif ambitionne d'adapter 680 000 logements d'ici 2032. Alors forcément, on fait le parallèle aussi avec MaPrimeRénov' qui a été mise en place il y a quelques années au niveau gouvernemental. Alors c'est une belle ambition, oui, mais comment l'État prévoit-il d'accompagner les ménages dans l'élaboration et la mise en œuvre de leurs projets avec plus de simplicité et d'efficacité ? Quels sont les critères d'éligibilité ? Comment coordonner l'action des professionnels ? Quelle seront la place des ergothérapeutes et le rôle des collectivités territoriales dans le dispositif ? Quid du reste à financer ? Pas toujours possible pour tout le monde. Nous allons tenter de répondre à ces questions avec nos invités, tous engagés dans la mise en œuvre de MaPrimeAdapt. Et si on a le temps, on va voir en fonction du timing qui nous est imposé, vous aurez la possibilité, bien sûr, de poser des questions à nos invités. En fin de séance, on va essayer de prendre une dizaine de minutes pour cela. Alors, nos invités qui sont Louise Faure, qui est chef de projet MaPrimeAdapt à l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat. Bonjour. Bonjour. Bienvenue et merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous avons Julie Eugénie, chargée de mission aux personnes âgées et handicap chez Solia. Bonjour Julie, merci. Bonjour. Avec nous également Caroline Mouminou, directrice de Le Grand Care France. Bonjour Caroline, merci de votre présence. Et puis Michael Briquet. Bonjour Michael. Bonjour à tous. Vous êtes ergothérapeute et membre du bureau de l'AFEG, l'Association française des ergothérapeutes en gériatrie. Et cofondateur également, directeur général de Seniarolis et de son service. Merci Julie. Rien à voir avec Julie Eugénie qui est à côté de vous, mais voilà, le hasard fait bien les choses. Alors, mettons-nous tout de suite dans l'ambiance, j'allais dire, de MaPrimeAdapt avec vous, Louise. MaPrimeAdapt, c'est quoi ? Comment ça marche ? Racontez-nous tout, dites-nous tout. Alors, bonjour à tous. Donc moi, je travaille à l'Agence nationale... Et parlez bien dans le micro. Voilà. Il y a beaucoup de bruit. Voilà. Je travaille à l'Agence nationale de l'habitat, qui est une agence nationale qui verse de la subvention aux ménages qui souhaitent refaire leur logement, à la fois l'adapter demain avec MaPrimeAdapt, mais aussi l'adapter au changement climatique avec effectivement MaPrimeRénov', vous en avez parlé, qu'on distribue également. C'est un gros succès d'ailleurs, MaPrimeRénov'. 700 000 aides versées chaque année, donc 700 000 ménages qui ont pu travailler sur la question de la transition climatique avec des changements de chaudière, des changements d'isolation et des projets globaux. Ça me permet de vous dire aussi qu'on renforce nos aides à la rénovation énergétique à partir du 1er janvier 2024 aussi. Donc si vous souhaitez retravailler la question de votre logement et de sa performance énergétique, c'est l'occasion. Demain, vous serez aidé comme jamais vous ne l'avez été par l'État. Et cet enjeu effectivement d'adaptation du parc au vieillissement, à la perte d'autonomie, mais aussi surtout pour prévenir la perte d'autonomie. Et je pense que
c'est important qu'on se redonne quelques éléments. Tout à fait. Aujourd'hui, on considère qu'il y a 6% du parc de logement qui est adapté au fait que la France vieillit et que les gens vieillissent. On considère aussi que plus de 80% des personnes veulent rester chez elles, avec un fort enjeu qui est lié notamment au fait qu'elles restent chez elles en sécurité. J'ai un chiffre qui fait toujours un peu peur, mais qui est important à avoir en tête, c'est que les chutes à domicile chez les plus de 65 ans, ça conduit à 10 000 morts chaque année. Voilà. C'est 2 fois plus que les accidents de la route, et on a un vrai enjeu collectif à pouvoir éviter ce sujet-là et limiter ces accidents pour s'assurer que les gens restent chez eux le plus longtemps possible, dans les meilleures conditions et en toute autonomie. MaPrimeAdapt, c'est donc une aide qui vient répondre à ça. C'est une aide qui est à destination des propriétaires occupants et des locataires du parc privé. À partir de 70 ans, le tout sur conditions de ressources. Les conditions de ressources sont disponibles sur notre site francerénov.gouv.fr. Et fondamentalement, on vient chercher les catégories modestes et très modestes. Ça correspond à peu près à 40% des ménages français qui sont éligibles au dispositif. À partir de 70 ans, on regarde simplement vos niveaux de ressources et vous rentrez dans le dispositif. Et ensuite, on va revenir un peu plus en détail sur comment ça se passe. Entre 60 et 69 ans, on vous demande d'avoir fait évaluer votre niveau de GIR, de groupe ISO ressources, et d'avoir finalement, de vous être posé la question de où est-ce que vous en êtes en termes d'autonomie, est-ce que vous êtes parfaitement autonome ou plus tout à fait, pour pouvoir entrer dans le dispositif. Et en deçà de 60 ans, si vous êtes en situation de handicap, on vous accompagne aussi pour pouvoir adapter le logement à votre besoin. Donc on est vraiment sur une idée à la fois d'accompagner des gens qui sont déjà dans une perte d'autonomie ou qui commencent à l'être, mais, et avant tout, de prévenir cette perte d'autonomie en incitant les gens à adapter leur logement avant qu'elle ne survienne, cette perte d'autonomie. Et donc, une fois qu'on est rentré dans le dispositif, qu'on a poussé la porte d'un espace conseil France Rénov ou d'une maison France Service pour se renseigner, on est accompagné de bout en bout, puisqu'on est mis en relation avec un professionnel de l'habitat, un assistant à maîtrise d'ouvrage, et Julie Eugénie reviendra plus en détail sur son rôle, qui va venir à la fois chez vous pour regarder votre projet, ce que vous voulez faire, les travaux que vous projetez de faire, mais aussi regarder finalement quels sont vos besoins à vous et puis à tous ceux qui ont l'usage du logement. Et je pense que ça, c'est très important, c'est qu'on regarde aussi qui sont les aidants, y compris quand c'est des aidants professionnels, notamment pour prévenir les risques liés à l'accompagnement des personnes âgées par des professionnels. Donc on regarde vraiment l'ensemble de ces besoins-là, on passe dans l'ensemble du logement et on définit un projet de travaux en commun avant de lancer des devis par des artisans. Ces artisans, ils peuvent être ceux de votre choix. Donc, il n'y a pas de nécessité d'avoir une qualification dite RGE, la fameuse garantie environnementale. Vous pouvez vraiment choisir le plombier, l'électricien avec lequel vous travaillez depuis des années. Et à partir de là, on arrive à estimer le montant de travaux que vous devez faire. Et c'est là que l'ANA intervient et finalement prend tout son sens. Sur ce montant de travaux, en fonction de vos conditions de ressources, on vous finance à hauteur de 70% ou de 50% de ces travaux. Donc ce n'est pas tout à fait neutre. On a un plafond de travaux qui est de 22 000 euros. 22 000 euros, ça fait un beau projet de travaux d'adaptation. Si je donne un ordre de grandeur, généralement, quand on intervient sur une salle de bain, on est aux alentours de 7 à 8 000 euros. Oui, encore c'est là, j'étais plutôt sur 6 000, mais vous avez raison, il vaut mieux voir un petit peu plus haut. Si je prends à l'échelle nationale, on a des tarifs un peu variables, mais pour le coup, avec 22 000 euros, on est assez large. À 70%, et je vous épargne le calcul parce que maintenant je le connais par cœur, on peut vous accompagner à hauteur de 15 400 euros d'aide. Donc c'est quand même pas tout à fait négligeable. Mais en fonction de nos ressources, bien évidemment, c'est important. Hein. Donc, quand on est très modeste, on peut monter jusqu'à 15 400 euros d'aide. Et quand on est modeste, on peut monter jusqu'à 11 000 euros d'aide de l'État. Et ça, c'est la partie nationale. Donc, c'est la partie l'État vous accompagne. En fonction du lieu où vous vivez, votre collectivité, donc ça peut être votre commune, l'intercommunalité, le conseil départemental, vient ajouter des aides à votre projet. Donc on est vraiment sur des projets où collectivement on arrive à avoir un reste à charge très très limité
puisque on prend, dans certains cas, jusqu'à 90% du coût des travaux. Je pense que c'est pas tout à fait neutre. On est vraiment là pour être le coup de pouce qui va permettre d'assumer ce projet de travaux et d'anticiper sa situation. Et donc, du coup, une fois qu'on a fait ces calculs, on dépose son dossier. Son assistant à maîtrise d'ouvrage est vraiment C'est là. facile de déposer les dossiers parce que je sais que pour MaPrimeRénov', il y a des gens qui avaient quelques difficultés quand même pour faire ça. Alors, effectivement, les tâches administratives, ça peut toujours faire peur. Peut-être se dire que, contrairement à MaPrimeRénov', ou à la différence de MaPrimeRénov', sur MaPrimeAdapt', on a deux possibilités. On peut le déposer soit en ligne, donc sur une logique numérique, et encore une fois, je vais laisser un peu de discours à Solia pour qu'il puisse présenter le rôle de l'assistant à maîtrise d'ouvrage dans l'accompagnement de cette démarche-là. Mais on peut aussi le faire en version papier. Et donc ça, je pense que c'est vraiment important à avoir en tête. C'est vraiment selon votre choix. Vous avez les deux possibilités de démarche. Et encore une fois, vous n'êtes pas seul. Il y a quelqu'un avec vous tout au long du parcours qui va vous aider à la fois pour savoir ce qu'il faut faire comme travaux, détecter les bonnes pratiques, mais aussi les mauvaises, si jamais il y en avait en face, et construire tout ce dossier administratif. Donc, pour le coup, vous êtes pris par la main, si vous me permettez l'expression. Une fois que vous avez passé la porte de cet espace Conseil France Rénov' ou de cette maison France Service, vous êtes allé sur notre site francerénov.gouv.fr. Et à partir de là, on vous accompagne jusqu'à ce qu'on vous verse les sous de l'aide. Donc, on est sur des projets qui, entre le moment où on démarre sa démarche et le moment où on a finalisé les travaux, parce qu'on a sélectionné tout le monde, on a tout défini, on est aux alentours de 8 mois de projet, finalement, pour refaire une salle de bain, une rampe d'accès, penser à poser des mains courantes, refaire ses luminaires, avoir des meubles adaptés si on en a besoin, le cas échéant. Et là-dessus, vous êtes vraiment avec toujours un contact tout au long du parcours. Donc voilà ce que je peux dire sur MaPrimeAdapt'. Et c'est important, et merci de ces précisions. Juste un petit détail avant de donner la parole à Julie. Vous dites les sous. Alors les sous sont versés avant les travaux, au moment des travaux, ils sont versés directement aux artisans. Comment ça se passe? Alors, les sous, ils sont versés au ménage. Donc vraiment à la personne qui fait la demande. Ils peuvent être versés à plusieurs moments. Donc au solde, une fois qu'on a fait tous les travaux, vous touchez toute la subvention sur la base des factures que vous aurez transmises. Mais si vous avez besoin de faire un acompte à l'un de vos artisans, vous pouvez demander à la fois une avance avant le démarrage des travaux, et donc on peut vous verser jusqu'à 70% de la subvention qui était estimée, ce qui n'est pas neutre. Mais aussi, une fois que les travaux ont démarré, vous pouvez faire une demande d'acompte. Donc, je suis désolée, c'est un peu technique sur avancer l'acompte. Oui, mais c'est important. Mais vous pouvez aussi toucher, encore une fois, jusqu'à 70% de cette subvention. Donc il y a vraiment possibilité d'avoir des versements dès le départ du projet pour pouvoir assumer et ensuite verser les sous aux différents artisans quand il y a plusieurs corps de métier qui interviennent. Merci de ces précisions, c'est important de le signaler parce qu'effectivement, ça prouve bien qu'on est bien accompagné, bien encadré autour de la démarche. Alors Julie, justement, l'accompagnement, ça vous concerne aussi chez Solia complètement. Vous êtes, vous, chargée de mission aux personnes âgées et handicapées, donc en plein dans le cœur du sujet. Qu'est-ce qui vous a motivé chez Solia pour accompagner justement ce projet MaPrimeAdapt'? Alors, il faut savoir que les associations Solia... Parlez bien dans le micro. Voilà. Comme ça, c'est mieux? Comme ça, c'est mieux. Je ne suis pas coutumière à l'exercice. Là, c'est parfait, c'est parfait. Alors, les associations Solia sont en fait un mouvement associatif reconnu service d'intérêt général. Aujourd'hui, on compte 124 associations sur l'ensemble du territoire métropolitain et ultramarin. Et on accompagne à peu près 250 000 ménages par année à accéder ou à se maintenir au sein d'un logement adapté, économe en énergie, et le plus abordable possible. Il faut savoir que sur le volet personnes âgées et personnes en situation de handicap, nous, en fait, on développe une stratégie qu'on appelle en 4 axes, on va dire, qui retrace en fait le parcours du ménage sur la notion de parcours résidentiel et l'habitat inclusif, la notion de prévention et sensibilisation, parce qu'il faut savoir qu'on accompagne par année à peu près 12 000 personnes dans des actions de sensibilisation, pour leur permettre de reconnaître et de faire connaître leurs besoins. Sur le volet de l'habitat inclusif, on a aussi 30 projets d'habitat inclusif qui sont portés par le mouvement. Sur le volet innovation-expérimentation,
on accompagne les ménages dans des démarches un petit peu expérimentales, comme le viager, par exemple, le viager solidaire, ce qui permet du coup à une personne âgée de pouvoir percevoir une petite rente et un bouquet de services qui lui permettent de vivre mieux sa retraite. Et sur le volet de l'adaptation, et c'est là où je vais intervenir sur le rôle de l'AMO, en fait, nous, on essaye de faire... en tout cas, de répondre à cette volonté des personnes âgées, de 9 personnes âgées sur 10, de pouvoir vieillir à domicile, se maintenir chez lui, en fait, dans les meilleures conditions le plus longtemps possible. Et en fait, c'est 30 000 ménages qu'on va accompagner par an, c'est 30 000 personnes qu'on va accompagner à l'adaptation par année. En fait, on les accompagne, ça c'est des missions historiques aussi, parce qu'on est opérateur de l'ANA, on est opérateur aussi pour la CARSAT, etc. C'est une mission d'accompagnement qu'on appelle AMO. Et en fait, l'AMO, c'est l'assistant à maîtrise d'ouvrage. Il est encadré par une loi qu'on appelle la loi MOP. Et en fait, son mandat, ce qu'il doit faire, en fait, c'est conseiller. Il va conseiller le maître d'ouvrage, qui est le commanditaire, celui qui va réaliser les travaux chez lui, sur le volet financier, sur le volet technique, sur le volet administratif et juridique de son projet d'aménagement. C'est l'intermédiaire, en fait, entre ce maître d'ouvrage, qui est le commanditaire, et le maître d'œuvre, qui, lui, est l'entreprise que vous allez commanditer pour réaliser les travaux. Et donc, il a ce rôle-là auprès du ménage, d'être le tiers de confiance. Il doit agir en toute neutralité et indépendance. Il est détaché de toute pression financière, en fait, et commerciale. C'est ce qui permet aussi de lutter contre les fraudes et d'être accompagné au mieux par des personnes... Oui, c'est important, ça c'est essentiel effectivement. Exactement. Parce qu'on l'a vu dans le cas de ma prime Rénov, où certains, on va dire, alors artisans moins vertueux que d'autres, ont profité de la situation. Donc là, c'est bien encadré, justement. Exactement. Et en fait, dans le rôle de cet AMO-là, ce rôle de tiers de confiance, on est aussi garant de la bonne réussite du projet et du bon accompagnement des personnes qu'on accompagne. C'est-à-dire qu'on va, dans le cadre de l'AMO, et ce qui est aussi impulsé par ma prime Adapt, c'est justement la gestion des devis. Donc on va vérifier que le devis, il est bien aux normes, en fait, que les montants qui sont annoncés par l'artisan sont bien les bons. Et on va surtout vérifier que les travaux qui ont été réalisés sont bien les bons et ils répondent bien aux besoins des personnes. Et ces besoins-là qu'on arrive à identifier, on les identifie grâce à cette compétence que nous, on a en interne, des compétences sur le volet adaptation, mais aussi sur le volet énergie, finalement, parce qu'on a on a des équipes qui sont pluridisciplinaires, avec cette compétence vraiment relative au bâti et du logement, parce que c'est la porte d'entrée chez nous, Solia, c'est bien l'habitat, qui va nous permettre en fait de détecter avec justesse les besoins des personnes qu'on accompagne, et puis de les orienter vers des services adaptés, dont l'adaptation du logement. Et avec ma prime Adapt, ces compétences-là seront en tout cas mises en exergue, nécessaires pour pouvoir accompagner au mieux les personnes, dont la compétence de l'ergothérapie, dont Mickaël va nous parler plus largement. Et voilà. Et en fait, ces nouveaux barèmes avec ma prime Adapt, ce qui est quand même assez agréable, c'est qu'ils vont pousser à réaliser des travaux qui sont plus importants, un petit peu plus lourds. Vous en parlerez par ailleurs, parce qu'en fait, c'est pas... L'adaptation du logement, ça ne va pas seulement être changer ma baignoire en douche plein pied, pour éviter évidemment la baignoire qui a un facteur de chute énorme. En fait, il y a d'autres petits travaux qu'on peut aussi réaliser, qui sont aussi importants pour vous permettre de vous maintenir chez vous. Comme quoi, par exemple vous avez un ou deux exemples? Ça va être par exemple, ça peut être l'élargissement d'une porte, par exemple d'une voie de passage, pour permettre... avec plus de simplicité de pouvoir déambuler. Ça va être juste une barre d'appui très, très discrète pour pouvoir justement prendre appui dessus pour se relever sans se faire mal au dos. Ça va être des choses qui sont très très discrètes, très très simples. Et en fait, l'idée, c'est pas seulement d'intervenir sur le volet de la perte d'autonomie avérée, c'est aussi de vous permettre de vous maintenir chez vous dans des bonnes conditions possibles avant même que vous ayez une perte d'autonomie avérée. Et c'est ça l'enjeu aussi de la prévention et de la sensibilisation, c'est de vous faire comprendre qu'en fait, l'adaptation de ce logement, c'est pas uniquement quand on a un problème, c'est aussi en amont du problème pour éviter qu'il arrive et que les gens puissent justement être le mieux possible et dans les meilleures conditions possibles au sein de leur habitat. À chacun de nous d'anticiper justement les risques qu'on peut avoir par la suite. Donc si j'ai bien compris, donc Solia a un rôle extrêmement important et essentiel dans ce dispositif de ma prime Adapt, à savoir, donc vous êtes intermédiaire, je résume un petit peu, vous êtes intermédiaire, mon dossier a été accepté, je commande les travaux,
avant de faire appel à l'artisan, donc l'assistant maître d'ouvrage intervient et regarde un petit peu ce dont on a besoin en fait, et nous sert un petit peu j'allais dire l'architecte, mais c'est un peu ça quoi, finalement. Exactement, on va être justement cette porte d'entrée-là qui va permettre justement de profiler, d'affiner un petit peu le dossier, d'identifier, comme je vous disais, grâce à la détection des besoins, d'identifier toutes les problématiques relatives à la personne et de pouvoir justement définir les meilleurs, faire des préconisations finalement pour définir les meilleures adaptations nécessaires pour lui permettre de mener à bien ses projets d'adaptation au sein de son logement. Et c'est extrêmement rassurant. Oui. Et en plus, donc, avec ma prime adapte, comme disait Louise, il devient obligatoire. Donc il y a vraiment cette volonté de vouloir proposer quelque chose de qualitatif aux ménages et surtout très adapté. Alors vous avez évoqué les ergothérapeutes, donc on en a un juste à côté, donc c'est parfait, ça tombe bien avec vous, Michael Briquet, ergothérapeute et membre du bureau de l'AFEC, donc l'Association française des ergothérapeutes en gériatrie. Dans ce dispositif, quelle est la place justement des ergothérapeutes ? Ça reste encore à peaufiner, on a encore des discussions qui sont en cours avec l'ANA, avec le ministère du Logement. On parlait de la porte d'entrée de Solia qui est l'habitat. Nous, la porte d'entrée, c'est l'habitant. Oui. Vous voyez la nuance. On a parlé des chutes. Là encore, quand on parle de prévention des chutes, il faut savoir que la chute, c'est ce qu'on appelle le facteur bouchon, c'est jamais une cause. Il y a des causes de chute. Donc, l'habitat est une cause. Mais après, ça peut être la prise de médicaments, ça peut être une problématique nutritionnelle, d'hydratation, de vision, manque d'éclairage par exemple, qui font que ce sont ces facteurs-là qu'il faut évaluer. Donc nous, notre travail, c'est effectivement d'aller analyser, de faire un bilan des capacités de la personne, de ses incapacités, et de voir un petit peu quelles sont les activités qui sont entravées, notamment par le logement. On parlait de la salle de bain, on peut parler de la mobilité, donc l'accessibilité extérieure. Donc c'est pas se concentrer que sur la problématique salle de bain, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais ça a été dit aussi, voilà, les accès, c'est important de les prendre en considération. La problématique de l'éclairage, pareil, c'est quelque chose qui est très important dans ce type d'évaluation. Donc notre rôle, il est là, c'est d'accompagner la personne, d'accompagner les aidants. Aujourd'hui, on est sur le salon des SAP. C'est aussi de se dire que le lieu de vie de la personne, c'est aussi un lieu de travail. Aujourd'hui, on est accompagné par des auxiliaires de vie, des aides à domicile, des aides-soignantes qui tous les jours travaillent dans le domicile de ces personnes. Et donc, il faut aussi que l'aménagement de ce domicile, il soit adapté. Vous avez parlé tout à l'heure d'ergonomie. Oui. Donc, on doit parler d'usage. En quoi le logement, il va devenir aussi aidant pour la personne qui utilise ce lieu. Quand j'accompagne une personne à la toilette, si je suis une aide à domicile, ce lieu, il doit m'être facilitant. On a trop aujourd'hui d'aides à domicile qui sont accidentés, qui sont en arrêt de travail, qui souffrent de troubles musculo-squelettiques, parce qu'elles travaillent dans un logement qui est inadapté. Donc le rôle de l'ergo, voilà, il est beaucoup plus global que de se concentrer sur la simple problématique du logement, de la pierre. C'est aussi d'aller sur cette évaluation beaucoup plus globale. Donc on doit encore affirmer le positionnement des ergothérapeutes dans le dispositif. On avait évoqué un arbre décisionnel qui doit permettre aux AMO, donc là il y a une articulation qu'on doit encore travailler, qui doit permettre aux AMO d'orienter la personne vers ce bilan en ergothérapie. Donc on avait évoqué pour les personnes de plus de 80 ans, les personnes qui ont été hospitalisées dans les derniers mois, les personnes qui ont pu avoir une chute dans les derniers mois, et les personnes qui ont une aide à domicile. Et là j'insiste, on est sur le salon des SAP, de se dire que toute personne de plus de 80 ans qui va aller dans un projet d'adaptation de son habitat, à partir du moment où elle a une aide à domicile, elle doit se faire accompagner par un ergothérapeute. L'AMO devra, que ce ne soit pas une option, mais que ce soit une obligation, parce qu'on doit aussi prendre en considération ce professionnel qui intervient à domicile. Et donc cet argent public qui est généreusement distribué dans le cadre de la prime, on doit aussi évaluer l'impact que ça a sur la vie de la personne, mais aussi sur ses professionnels. Est-ce qu'un logement adapté aura des conséquences en diminuant les chutes, mais est-ce qu'on diminue aussi les troubles musculo-squelettiques, par exemple, chez les intervenants à domicile? Vous voyez, donc on a aussi tous ces enjeux-là à évaluer, et ça, c'est pas le rôle du professionnel du bâtiment.
Lui, son rôle, il est technique, ça va être l'exécutant des préconisations. Mais il y a tout ce travail-là d'évaluation qui est important à réaliser. Ceci dit, vous avez un rôle auprès des professionnels du bâtiment en anticipation aussi, parce que les logements ne sont pas, lorsqu'on choisit un logement où on est un peu plus jeune, on va dire, on oublie ce genre de détails, entre guillemets, qui vont être importants lorsqu'on va prendre de l'âge. Là, vous pouvez intervenir aussi. Exactement. Et en fait, on parle d'adaptation, mais en fait, un logement, il évolue tout au long de notre vie. Qu'on ait 30 ans, 40, 50, 60, on a des enfants, on n'en a pas. Le Covid a fait évoluer nos logements. On a tous maintenant un lieu où on peut travailler dans nos logements. Il y a 5 ans, c'était beaucoup moins le cas. Oui. Donc on voit bien qu'il y a des évolutions. Parce que le mot adaptation, déjà, il est aussi connoté sous la contrainte. J'adapte à quelque chose, alors qu'on doit plutôt, tout au long de notre vie, faire évoluer ce logement, transformer une chambre à l'étage, peut-être en transformer en rez-de-chaussée, mais ça ne doit pas être fait sous la contrainte. Et il faut aussi accompagner les personnes dans la prévention et ne pas intervenir trop tard. On intervient souvent dans des logements auprès de personnes qui se sont dit « non, pas maintenant, j'ai le temps. Le vieux, c'est celui d'en face, c'est pas moi. Celui qui a des problèmes, c'est celui d'en face, c'est pas moi. » Mais quand on intervient, c'est parfois trop tard. Donc, on a mis en place des critères d'âge. Peut-être que dans le temps, il faudra aussi les revoir, parce que si on veut faire de la prévention, c'est le plus en amont possible. Faire prendre conscience aux gens qu'il y a des évolutions à mettre en œuvre dans leur logement, c'est le plus tôt possible. Et ça, c'est aussi important à discuter. On connaît les statistiques avec plus fort sur l'âge moyen des personnes qui rentrent dans ces dispositifs. Ouais, on a plus de 80 ans. C'est déjà tard. Si on veut faire de la prévention, c'est beaucoup plus tôt. Donc là encore, comment on va intégrer l'ergo avec des personnes dans la prévention? Si je dois évaluer une situation sur la prévention, parce qu'on nous dit souvent aller sur des publics déjà dépendants. Je rappelle juste quelque chose, parce qu'on parle d'études. Nous aussi, on a mené des études. On a des personnes en JR 5-6. On a 40% de chuteurs chez les personnes en JR 5 et 6. Donc les plus autonomes. Oui. Pour autant, dans cette population-là, on a des chuteurs. Donc la prévention, elle se fait déjà à ce moment-là. C'est des personnes qui peuvent avoir 67 ans, en JR 5 ou en JR 6, qui ont pu chuter, et il faut savoir pourquoi elles ont chuté. Voilà. Et donc ça, c'est un professionnel de santé qui doit aller mesurer et évaluer ses causes, ses risques, pour pouvoir le faire le plus tôt possible et engager les personnes dans un processus de changement. Et le changement, ça peut aussi être un déménagement. Parce que le soutien et le maintien à domicile, on parle souvent de maintien à domicile, pareil, le terme maintien, oui. Pareil, on peut mettre une connotation derrière qui est questionnante. Et c'est de se dire, mais est-ce que ce logement-là doit être adapté? Est-ce que ce logement, il est dans un environnement qui est adapté? Ou est-ce que vous devez déjà penser à peut-être aller vivre en centre-bourg, en centre-ville? Vous êtes dans un village éloigné de tout commerce. Est-ce qu'il est logique d'aller adapter ce logement? Vous êtes au 3e étage sans ascenseur. Est-ce qu'il est logique d'adapter ce logement? Les bailleurs sociaux ont cette logique. Il y a des bailleurs sociaux, par exemple, qui refusent d'aménager, d'adapter un logement au 3e étage sans ascenseur. Je vous mets une douche à l'italienne, mais à côté de ça, vous avez trois étages à monter, effectivement, à un certain âge, ça peut être compliqué. Ouais. Donc voilà, donc c'est aussi accompagner les personnes dans ce process. Et là encore, c'est le rôle de l'ergothérapeute d'accompagner les personnes dans cette transition, dans ce changement d'habitude de vie. C'est jamais simple, parce qu'on est souvent ancré dans nos habitudes, chacun est ancré dans ses habitudes, et d'accompagner une personne à arriver à un certain âge dans une modification de sa habitude de vie, c'est dur. Et accompagner une personne de 85 ans dans un déménagement, c'est très très compliqué. Donc plus tôt on peut le faire, mieux c'est. Et après, on a des populations aussi de seniors qui sont aussi en train d'évoluer. Voilà, on voit aussi des pratiques aujourd'hui sur le déménagement, par exemple. On a des personnes plus jeunes qui ont compris que vivre dans un village isolé, c'était plus la bonne solution. Avec un grand jardin à entretenir, c'est plus forcément la solution. Et qui vont dans ces démarches-là. Et dans le même temps, on n'a pas non plus assez de logements en France adaptés pour tout le monde. On parlait des 6%. Donc ça pose aussi la question de quel est l'accès au logement accessible, adapté dans cet environnement qui est favorable. Donc voilà. Donc c'est tous ces éléments-là. Voilà. Je pense qu'on est au départ d'un processus. La prime date, c'est le lancement.
Nous, on est vigilants en tant que professionnels de santé à ce que les ergothérapeutes soient bien intégrés. Vous avez été intégré justement. Nous sommes intégrés, oui. Mais ce n'est pas un rôle définitif encore, c'est ce que vous nous disiez. Il manque clairement aujourd'hui l'articulation avec l'AMO. Voilà. Il nous reste quelques briques encore, on est dans le bâti, donc je parle de briques. Il nous reste quelques éléments encore à poser. Les interactions avec les AMO et les ergothérapeutes. On a aussi parlé de la valorisation de ce travail, parce qu'on peut parler de notre rôle, mais voilà, en fonction de comment on est payé, qu'est-ce qu'on peut faire aussi. Là, aujourd'hui, on voit bien que les tarifs qui ont été annoncés, et on en a parlé dans des conférences tout à l'heure, c'est toujours le nerf de la guerre, hein, mais à un moment donné, dans les tarifs qui sont annoncés, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, il faut souvent se déplacer, c'est des temps de trajet, on sait bien, il faut aller chez les gens, on fait du aller vers, on va chez les gens, donc c'est beaucoup de temps passé. C'est des interactions avec l'AMO, c'est des interactions avec le professionnel du bâtiment, c'est beaucoup de temps, et si on veut faire quelque chose de bien, c'est du temps. Donc comment on rémunère aussi ce travail de ces professionnels qui se déplacent au domicile des personnes? Effectivement, surtout que j'imagine que vous attendez beaucoup de demandes autour de MaPrimeAdapt. Vous vouliez compléter, Louise, les propos de Michael? Oui, peut-être, même si ils étaient parfaitement clairs et limpides, peut-être se redire, comme Michael a pu l'évoquer, le fait qu'on est sur le lancement d'un dispositif. Oui. Et donc, on est sur une montée en charge progressive de ce dispositif. L'idée, c'est que l'an prochain, on fasse 50 000 adaptations. Aujourd'hui, on en fait 30 000 à peu près chaque année. Et que d'ici la fin du quinquennat, on soit plutôt aux alentours de 70 000 adaptations. Donc on monte doucement mais sûrement pour atteindre les 600 000 logements adaptés. Se dire également qu'effectivement, quand une politique est lancée, il faut qu'on voit comment elle se met en œuvre pour pouvoir l'ajuster et potentiellement la renforcer sur certains points. Regarder vraiment très concrètement comment ça se passe. Est-ce qu'on a des freins? Est-ce que tout roule bien? Et là-dessus, effectivement, il y a beaucoup d'éléments, notamment quant à la place des ergothérapeutes, mais qui ne sont pas du tout exclus du dispositif, pour voir finalement à quel moment ils interviennent. Aujourd'hui, le choix qui a été fait, comme vous l'évoquiez, ça a été de cibler les ménages qui étaient déjà sur une situation de perte d'autonomie, qui étaient déjà un peu fragilisés et qui avaient besoin justement de cette approche holistique en complément de l'approche habitat, pour pouvoir avoir une réponse à l'ensemble de leurs besoins, à la fois dans le logement, mais aussi en dehors du logement. Parce que pour le coup, l'ergothérapeute, il va regarder l'ensemble des espaces dans lesquels la personne évolue. Néanmoins, peut-être qu'à terme, ce sera généralisé. À ce stade, ce n'est pas ce qui a été retenu dans la proposition. L'idée étant vraiment encore de se dire qu'on est sur un tout début de dispositif. Il y a une gestion des priorités, on va dire. Ça se construit en marchant, finalement. Très bien. Alors, Caroline Mominou, vous êtes directrice de Le Grand Caire France. D'abord, quel est votre rôle avec Le Grand Caire France au sein de ce dispositif de MaPrimeAdapt? Alors, Le Grand est fabricant de produits d'équipements électriques et numériques dans tous les types de bâtiments. On nous connaît beaucoup chez soi sous forme d'appareillage électrique. L'interrupteur Le Grand est assez connu. On ne fait pas que ça et on est en fait depuis la création de la filière très investi sur ce sujet de la silver economy et du coup de l'adaptation du logement. On a donc dans nos solutions des équipements qui peuvent être des chemins lumineux, des appareillages qui apportent de la connectivité, mais on a aussi au sein de Le Grand des solutions de téléassistance. Et quand on parle de téléassistance, et je rebondis sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on se rend compte qu'on intervient bien trop tard. On parlait des chutes. La moyenne d'âge a augmenté énormément depuis ces dernières années et qu'on a des solutions de prévention qui sont peut-être méconnues, qui ne sont pas, qui peuvent être installées dans certains domiciles pour du confort, mais qui vont devenir des besoins en termes de sécurité. J'en parlerai un petit peu plus tard. Donc ce sujet de la MaPrimeAdapt nous interpelle énormément parce qu'on est confronté depuis toujours sur le sujet. Alors notre siège est à Limoges et c'est vrai que dans le Limousin, on a aussi souvent malheureusement des cas
d'installation. Alors, on ne fait pas l'installation, ce sont nos électriciens et puis c'est les metteurs en œuvre qui sont formés aussi, qui interviennent dans des logements qui sont d'une précarité absolue. Et en ça, la prime adapte. Alors oui, on a parlé de la salle de bain, ça évidemment, je crois que c'est rentré dans les mœurs. Mais quand on parle de chute, on parle aussi de sécurité de la personne qui vit dans son domicile, mais de sécurité de l'intervenant, et vous l'aviez mentionné tout à l'heure. On se rend compte que la précarité, c'est aussi ne serait-ce que d'avoir un logement avec de la sécurisation électrique. Parce que ça, c'est le premier pavé. Et après, tout ce qu'on pourra mettre, ce sera effectivement de toute façon nécessaire, mais c'est la première base. C'est qu'on se rend compte qu'on a des dangers possibles dans certains logements qui sont précaires. Alors, c'est de l'adaptation, oui, c'est de l'adaptation, parce qu'effectivement, c'est pour sécuriser la personne. Après, on a effectivement à cœur de flécher ou de faire connaître par tous les intervenants ici et au grand public des solutions qui sont peut-être moins connues ou fléchées pour certains besoins spécifiques. On parle de plus en plus du chemin lumineux. Oui, les chutes, ça peut être occasionné. Alors, je ne suis pas la plus experte et je suis bien entourée, mais pour connaître un petit peu plus depuis quelques années ce sujet, on voit bien qu'il y a aussi des chuteurs nocturnes et les personnes qui se lèvent la nuit et qui n'arrivent pas, enfin qui n'allument pas la lumière et qui ne veulent pas allumer et qui tombent parce qu'ils ont perdu la verticalité. C'est vrai qu'on a toujours l'impression de bien connaître son logement, en fait. Oui, et se lever la nuit, c'était dans le noir, ça peut être une cause. Et on a fait aussi des expérimentations. On a travaillé aussi activement au sein de Legrand par rapport à certaines études, parce qu'il faut aussi avoir une approche scientifique et rationnelle. On voit très bien que le chemin lumineux est un sujet, une solution. Alors pas la solution pour toutes les chutes, évidemment, parce qu'il y a des chutes qui sont occasionnées par d'autres, la médication ou d'autres que vous mentionniez tout à l'heure. Mais quand on se lève la nuit et qu'on tombe, on peut tout à fait être aidé par des solutions de prévention qui sont adaptées au logement, donc chemin lumineux ou automatisme d'éclairage, je dirais plus simplement, qui permettent d'éviter des chutes. Donc ça, ce sont des solutions, mais après, il peut y avoir aussi, on voyait dans d'autres, alors on verra au niveau des préconisations, mais il peut y avoir effectivement des solutions. Alors, on parle de domotique, c'est toujours un petit peu le sujet domotique, c'est toujours un peu galvaudé parfois, mais des personnes qui ont une mobilité réduite, qui ont des difficultés, on peut aussi les aider avec des solutions de motorisation des volets. Parce que si on a des volets qui sont manuels et qu'on est incapable de les monter, qu'est-ce que la personne va faire dans le noir toute la journée? Donc la motorisation de les volets, c'est du confort pour certaines personnes, mais c'est une nécessité pour d'autres qui sont dans une situation de, pas encore de dépendance, mais de difficulté, et ça va être un frein réel pour rester chez elles. Et après, il peut y avoir effectivement aussi des solutions de détection technique, parce que là aussi, il y a des accidents de vie terribles dans des logements type incendie ou détection de gaz. Et là aussi, on a un rôle à jouer sur le sujet, parce qu'il y a malheureusement des logements et des personnes qui n'ont pas cette capacité à évacuer rapidement et à être alertées. Donc voilà, on a un rôle, et on y travaille depuis des années, donc de vulgariser, de faire connaître nos solutions. Il y a aussi le sujet des metteurs en œuvre. On travaille avec les électriciens et il y a beaucoup de travail de pédagogie aussi à mettre en œuvre, parce qu'on est tous impliqués les uns et les autres pour finaliser et bien réussir ce projet. Et aussi gage de qualité, d'éthique, on en parlait, parce que dès qu'il y a un petit peu de financement compliqué. Voilà, c'est ça, parce que ça a un coût quand même, c'est important. Et quand on sait qu'on s'adresse là quand même à des publics qui souvent sont modestes, d'où j'imagine l'intérêt de participer à cette opération MaPrimeAdapt. Alors, nous, c'est vrai qu'on a à cœur d'avoir une éthique, d'avoir des produits normés, parce qu'il y a aussi des normes sur lesquelles il faut évidemment se baser. Donc on a ce sujet qui est notre ADN, évidemment. Et puis aussi le fait qu'on soit un industriel avec une production de masse, ça facilite aussi l'accessibilité financière.
parce qu'effectivement, si on a des solutions qui sont peu commercialisées en petit nombre, on va avoir tout de suite une note qui va s'élever. Donc après la partie financement, on sait que ça fait partie aussi du jeu. Donc il faut que ce soit accessible le plus facilement possible, avec un gage de qualité performant pour que les personnes âgées ne remettent pas en cause la solution, parce que finalement au bout de 3 mois elle ne fonctionnera pas. C'est terrible pour ça, parce que ça remet en cause finalement les solutions. Donc il faut vraiment qu'on soit très très vigilant sur la pérennité et la qualité des solutions et des équipements proposés. Donc extrêmement important, effectivement, vous avez raison de le souligner. Alors, MaPrimeAdapt, ça démarre au 1er janvier. Louise, vous attendez combien de... Vous avez déjà estimé, j'imagine, le nombre de demandes que vous allez avoir. Comment ça va se passer? Est-ce qu'il va y avoir un long temps d'attente? Est-ce que vous savez déjà à peu près, vous avez estimé un petit peu tout ça? Alors, on estime que l'an prochain, on aura 50 000 ménages qui vont venir frapper à notre porte pour pouvoir adapter leur logement. Peut-être en termes de temps d'attente, justement, entre le moment où on est rentré dans un espace conseil France Rénov, le moment où on a eu la visite de l'assistant à maîtrise d'ouvrage, puis les artisans qui sont venus faire leur devis, à partir du moment où on dépose ce dossier-là, l'ANA a 3 mois pour vous apporter une réponse. Ça, c'est le cadre qui est posé. Okay. En moyenne, on répond sous 1 mois pour vous dire c'est OK, vous avez les financements et ils sont de temps. Et c'est la même chose une fois que vous déposez vos factures. En théorie, on a 3 mois pour vous verser la subvention. En moyenne, à l'échelle nationale, on est sur 1 mois de délai d'instruction. Il y a toujours des périodes de l'année où c'est un peu plus compliqué. Quand, par exemple, on est au mois d'août et qu'il n'y a personne pour instruire le dossier, ça prend un peu plus de temps. Oui, donc vaut mieux ne pas faire la demande en été, quoi, en fait. C'est simplement, c'est juste qu'il faut accepter qu'elle puisse, que la réponse soit dans les 3 mois et plutôt sur un temps un peu plus long, proche des 3 mois que sur le délai plus réduit. Je pensais à MaPrimeRénov' encore une fois, parce qu'effectivement, il y a eu des sujets comme ça où les demandes ont été faites juste avant, par exemple l'hiver, alors que l'hiver arrive. Vaut mieux faire les demandes, anticiper la demande, en fait. C'est ça, il faut prendre en compte le fait qu'il y a un peu de délai d'instruction, qu'on vérifie tous les dossiers sur pièce, et ça je pense que c'est aussi très important de le dire sur l'enjeu de sécurisation du dispositif, de s'assurer qu'on a le moins de fraude possible. Chaque dossier est regardé en détail par un instructeur qui va vérifier vraiment tout ce qui se passe. L'autre élément aussi, c'est que comme on est sur une aide, alors là je vais rentrer un peu dans la technique, mais qui est instruite localement, soit par les services de l'État, soit par les services de votre collectivité, ce qui vous permet à la fois de mobiliser l'aide de l'État, mais aussi l'aide de la collectivité en un seul dossier. Je pense que ça aussi, il faut vraiment l'avoir en tête. Vous faites une seule fois la démarche et vous récupérez les sous de quasiment tous les acteurs publics en une fois. Donc c'est plutôt une bonne chose. On a des contrôles qui peuvent être plus ou moins longs selon le cas, selon les territoires et selon le programme aussi de travaux que vous faites. Plus vous allez avoir un programme de travaux très ambitieux avec une variété d'artisans, une variété de devis, de factures, plus les temps de contrôle sont un peu plus précis. Voilà. Alors j'aimerais qu'on insiste sur un point important avant peut-être de donner la parole aux personnes qui sont là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous manifester, je viendrai avec le micro. Sur cet accompagnement dont vous avez tous parlé, je pense chez Solia, chez les ergothérapeutes également, ça c'est un aspect quand même qui est essentiel. Vous êtes là auprès de la personne, tous, chacun dans votre rôle respectif. Je crois que c'est quelque chose d'essentiel. Julie, je pense que vous avez envie de répondre. Oui. Non, mais ce qui est important de rappeler, oui, justement, c'est que, en fait, vous n'êtes pas du tout seul dans ces projets de travaux. C'est que nous, on est là, on est cette porte d'entrée déjà pour vous informer, pour vous accompagner, et puis pour répondre à vos questions, vous éclairer sur toutes les étapes du parcours. Et puis surtout, on est, comme je le répète encore, ce tiers de confiance qui va venir chez vous, qui va vous permettre et grâce à l'expertise d'ergothérapie, en partie, d'identifier au plus juste de vos besoins pour pouvoir y répondre au mieux, dans les meilleurs délais possibles, et surtout avec le reste à charge le plus minime pour vous permettre de réellement mener à bien, sans dégrader vos projets de travaux, l'ensemble de vos projets. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce qu'il y a des personnes comme... Oui, il y a pas mal de questions, donc je vais me rapprocher de vous. Madame, et je viens à vous, monsieur, juste après. Merci. Bonjour, Cécile Bréfuel pour la société Les Montescaliers Stana.
On est évidemment, les solutions SANA, les montes-escaliers font partie des éléments d'adaptation du domicile à la perte d'autonomie ou simplement au vieillissement. J'ai noté que vous considériez que 40% des ménages français sont éligibles à MaPrimeAdapt. Ma question, c'est quid des 60% restants? Alors, déjà... Et pour terminer simplement sur ma question, et pour ouvrir ensuite la question du crédit d'impôt, qui aujourd'hui est attribué sans condition ni de ressources ni de GIR, et qui a priori va évoluer très vite à partir du 1er janvier. Je vous remercie. Ça me permet une opportunité de vous redire aussi et de le redire si jamais c'était pas clair, que MaPrimeAdapt fonctionne que vous soyez en maison ou en appartement et qu'effectivement on peut travailler à la fois sur les circulations horizontales avec l'élargissement de portes, mais aussi sur les circulations verticales avec les montes-escaliers et les ascenseurs, le cas échéant. Peut-être d'abord sur le crédit d'impôt, comme ça je vous réponds. Il y avait un crédit d'impôt qui était ouvert assez largement jusque-là, qui, à compter du 1er janvier 2024, se focalise sur les catégories de revenus dits intermédiaires. Pour le coup, les ménages qui sont éligibles à MaPrimeAdapt n'ont plus le droit au crédit d'impôt. Et les ménages dits supérieurs sont aussi exclus du dispositif. Donc il reste les ménages intermédiaires et le crédit d'impôt cible les GIR 1 à 4 et les personnes en situation de handicap avec un handicap de 50% ou plus. Il est maintenu jusqu'au 31 décembre 2025. Voilà, donc vous avez là tous les éléments. Bien entendu, des ménages qui auraient fait des travaux en 2023 et qui souhaitent bénéficier du crédit d'impôt au titre de leur déclaration 2024 peuvent le faire. Donc des ménages modestes et très modestes qui auraient fait des travaux là et viennent solliciter peuvent aller le chercher l'an prochain. Ça, c'est le premier élément. On estime que quand je parlais de 40%, c'est vraiment pour décrire à quoi correspondent les revenus modestes et très modestes. Donc c'est vraiment si on divise les revenus de la population française en 10 parts égales, on prend les 4 premières parts dans le cadre de MaPrimeAdapt, dans une logique de ciblage de la solidarité nationale vers des ménages qui ont le moins de moyens en France. Ça me permet aussi de dire qu'on a 2 barèmes différents. Il y en a un en Île-de-France qui est un peu plus élevé et puis on a un barème pour le reste du territoire. Encore une fois, je vous invite à aller regarder sur notre site vraiment le détail de ces barèmes qui sont réactualisés là en ce moment pour tenir compte de l'inflation aussi. Je crois que j'ai répondu à peu près à tous ces éléments-là. Il y a des réflexions qui sont en cours justement sur la réponse apportée, à la fois dans une logique de prévention, mais aussi de financement des travaux pour les ménages intermédiaires et supérieurs. On est sur une politique qui avance en marchant. Il y a des réflexions en cours. Voilà, je ne pourrais pas en dire plus. Merci Louise. Alors, je pense qu'on ne pourra pas prendre tout le monde, mais bon, on va essayer de prendre un maximum de personnes parce que le temps qui nous est imparti va bientôt se terminer. Monsieur. Oui, bonjour. J'ai beaucoup apprécié votre intervention. Ça a permis d'avoir une vision globale. Je suis architecte en fauteuil aujourd'hui suite à un accident, mais bon, c'est pas une question de perte d'autonomie parce que bon, je la gère très bien. Je travaille avec des ergothérapeutes, ils sont essentiels sur la prise en compte des besoins. Mais l'ergothérapeute aussi a besoin de l'architecte car lui, il a une vision globale du logement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en tant qu'architecte et ordre des architectes, il ne faut pas avoir peur des architectes. Ils sont là, on est compétent, on est considéré comme beaucoup plus cher, mais on a une compétence. Sur la loi Elan, je voudrais revenir parce que la loi Elan a rabaissé le pourcentage des logements adaptés à 20%. Et ça pose un problème pour adapter un logement sur la salle d'eau à l'italienne, car de temps en temps, il m'est arrivé de créer un siphon, et le siphon, je ne peux pas l'intégrer dans le plancher, car le plancher, il y a le voisin. Donc je suis allé à l'encontre, des fois je suis passé au travers, des considérations syndicales, du syndic, et j'ai intégré le siphon à la gaine d'évacuation. Voilà, bon, c'est des cas qu'il faut prendre en compte.
Ben voilà, bon, la question c'était, merci aux ergothérapeutes de penser à l'architecte et à l'architecte de penser à l'ergo. Et par rapport à la loi Elan, est-ce qu'il y aura une solution pour augmenter les logements adaptés? Alors, peut-être se redire déjà que les assistants à maîtrise d'ouvrage qui sont habilités par l'ANA peuvent tout à fait être des architectes. Donc vous pouvez aussi demander finalement à être repéré et à accompagner ce type de projet là-dessus. Et je pense que le discours qu'on a obtenu en commun, c'était justement la complémentarité de l'approche entre l'ergo et l'assistant à maîtrise d'ouvrage. Oui, moi je travaille avec des architectes pour vous rassurer. Donc effectivement, il faut apprendre à travailler ensemble, à communiquer ensemble. Dans les AMO, il y a aussi des professionnels du bâtiment. Donc effectivement, c'est une articulation qu'on doit avoir entre professionnels. Merci. On va prendre peut-être 2 questions encore et puis terminer, monsieur. Si vous demanderez de faire le plus court possible, merci. Ça va être dur. Donc je vais essayer d'être très concis. C'est un effort peut-être pour moi. C'était peut-être une question donc à l'ensemble, mais peut-être un peu plus à Mme Faure, que j'ai rencontré le 9 novembre dernier au colloque à l'Assemblée nationale. Peut-être un petit point, c'est si. Donc là, je vais me présenter peut-être. Je suis donc ergothérapeute, ergonome. Je m'intéresse et j'accompagne les personnes de leurs besoins pour adapter la vie quotidienne, la vie professionnelle. Donc on a parlé d'ergothérapie, on a parlé d'architecte, on a parlé de collaboration, de co-construction. Donc en effet, on a besoin de tout le monde, de la personne d'abord, c'est quand même le principal, avec un habitant avant un habitat, hein, ça avait déjà été évoqué sur les réseaux sociaux, et besoin de tout le monde. Voilà, donc des AMO, de l'ergo, des architectes, des artisans, hein, on pense bien sûr à la CAPEB et à la Fédération française du bâtiment. Et le point important, c'est que justement quand on parle un peu moins des ergothérapeutes, alors on va sans doute pas pouvoir tout changer dans la machine qui est lancée, ce que j'ai aussi compris le 9 novembre, mais est-ce qu'on pourrait retravailler un petit peu avant de se lancer au 1er janvier sur au moins l'arbre décisionnel pour voir à partir de quel moment l'AMO pourrait repérer quand est-ce qu'on fait venir l'ergothérapeute. Et puis, juste un deuxième point, donc j'ai bien conscience qu'on va essuyer les plâtres en ces débuts d'année 2024 et qu'il y aura une clause de revoyure en novembre 2024, 1er janvier 2025. Pas de souci pour se revoir et refaire un point et refaire un bilan, mais ça serait peut-être bien de le faire sur des bases un peu plus cohérentes et un peu plus pertinentes que la fameuse somme forfaitaire qui est sans doute proposée aux ergothérapeutes pour accompagner les personnes dans une approche multifactorielle où on considère, je le rappelle ici, la personne comme un être biopsychosocial qui évolue au sein d'un environnement physique et social. Ça demande du temps et ça demande sans doute un peu d'argent pour pouvoir financer ce travail de qualité. Merci. Alors, je vais essayer d'être concise dans ma réponse et peut-être de ne pas partir sur un débat trop technique. Peut-être rappeler déjà que le fameux arbre décisionnel, il a été co-construit. Il ne sort pas du chapeau ni du ministère ni de l'ANA. Il a été co-construit avec les ergothérapeutes. Et je regarde Mickaël avec un sourire, hein, puisqu'on a beaucoup échangé sur cet arbre-là. Et encore une fois, l'idée étant pas d'essuyer les plâtres au lancement au 1er janvier 2024. L'idée, c'est de se dire, on lance une nouvelle aide, on essaye d'avoir un dispositif qui est préventif, on va voir aussi comment il fonctionne. Finalement, c'est vraiment de regarder au concret, est-ce que ça répond aux besoins des ménages? Si oui, est-ce que ça y répond tout à fait? Est-ce qu'il faut l'ajuster? Moi, je trouve ça plutôt rassurant qu'on ait une posture côté sphère publique qui est de dire on ajuste aussi les politiques en les évaluant en marchant, parce que c'est notre argent à tous, hein, parce que finalement on est encore dans une logique de solidarité commune et du coup c'est important qu'on puisse regarder ce qu'on y fait. Donc à ce stade, je pense que d'ici le 1er janvier 2024, je ne savais pas que j'allais créer ce bruit-là, je suis désolée. Vous avez vu, hein. Mais d'ici le 1er janvier 2024, c'est déjà surtout très important qu'on repartage comment ça a été construit, ce que ça porte
comme arbre décisionnel et comment ça va se passer, au moins sur la première année. MaPrimeAdapt. Donc je pense que déjà il faut qu'on se reparle tous collectivement. Il y a un temps d'échange qui est prévu jeudi prochain, si je me fourvoie pas, entre professionnels, justement pour reposer ça et se redonner ces éléments-là. Et encore une fois, collectivement, saisissons-nous de cette chance-là qui est MaPrimeAdapt pour, d'une part, remettre la question de l'adaptation du logement sur le devant de la scène, qu'on puisse se reposer la question tous. On évoquait le fait qu'on ne se voit pas vieillir. Il y a une étude, et j'aime bien les chiffres, il y a une étude qui montre qu'on se donne toujours 10 ans de moins que ce qu'on a. Au moins Même un peu plus, minima, mais ouais, en moyenne, c'est 10 ans. Donc, globalement, on a beaucoup de gens qui viennent nous voir pour dire je veux adapter le logement de mes parents, alors même qu'ils devraient l'adapter pour leur propre cas. Donc déjà, il faut qu'on arrive à passer cette première étape de réaliser qu'on a tous besoin de penser son usage, son confort, sa sécurité dans son logement, que c'est quelque chose qui valorise notre patrimoine. Je pense qu'il faut aussi se redire, il faut aussi casser l'image d'Épinal peut-être du logement adapté qui ressemble à un hôpital. C'est un peu l'image qu'on a tous en tête dans un premier temps, alors même qu'il y a des solutions techniques qui font que c'est pas du tout le cas. Il y a des solutions qualitatives, esthétiques qui vont aussi pouvoir être mises en avant à l'occasion de MaPrimeAdapt. Commençons comme ça et puis voyons comment ça avance. Est-ce que les gens sont prêts à penser ce défi de la transition démographique en même temps que celui de la transition environnementale, parce que ça les concerne eux, ça concerne leur entourage. C'est vraiment la garantie de pouvoir vivre bien chez soi, mais aussi de pouvoir accueillir des gens chez soi, de pouvoir faire des lieux de travail qui correspondent aux besoins des gens qui y travaillent. Et surtout aussi, plus on fera d'adaptation, plus on aura un parc qui correspondra à la population. Donc, moins on se posera de questions quand on déménage, quand on va chez les autres, sur le fait de est-ce qu'on peut y aller ou est-ce qu'on ne peut pas y aller. Voilà. L'idée, c'est vraiment de se rappeler déjà que c'est une première pierre, effectivement, à l'édifice, et qu'on va construire collectivement ce changement dans l'habitat adapté. Merci beaucoup, merci pour vos interventions dans la salle et merci à vous quatre. Je crois qu'on en sait un petit peu plus aujourd'hui sur MaPrimeAdapt. Oui, vous avez raison, merci d'applaudir nos intervenants d'aujourd'hui. Merci à vous. Je vous rappelle un rendez-vous important, donc cet après-midi à partir de 15h, l'espace VIP qui se trouve juste à côté de vous, transformé en nouveau lieu d'échange avec 43 auteurs, réalisateurs de films, podcasteurs, experts qui seront réunis pour échanger avec vous sur leurs thèmes de prédilection, les aidants familiaux, le bien vieillir ou encore le handicap. C'est entre 15h et 17h cet après-midi, ici même, sur l'espace VIP. Merci à vous tous.